Et la manière dont il présentait le travail de hanche m'avait toujours un peu surpris. Il avait présenté le travail de hanche comme étant un rouage au niveau des vertèbres lombaires. Et c'est pas possible. Il n'y a que 5 degrés de rotation. En fait, le travail de hanche, c'est uniquement un travail sur du bassin qui se déplace sur la jambe d'appui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, nous sommes avec Christian Courtonne et nous allons parler de karaté. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur bien connu des karatékas francophones et vous allez nous parler aujourd'hui de vos ouvrages. Mais avant, comme c'est la première fois que vous apparaissez sur la chaîne de Budo Édition, j'aimerais que vous puissiez vous présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu qui vous êtes, votre parcours dans le karaté. D'accord, bon, d'abord merci de m'inviter. Je m'appelle donc Christian Courtonne, j'ai commencé le karaté en octobre 1968. Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, au fameux 34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève. J'ai donc maintenant 57 ans de pratique. J'ai tourné beaucoup de pages dans le karaté, j'en ai ouvert beaucoup, mais j'ai toujours, pendant ces 57 ans, connu un entraînement journalier. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené au karaté? Comment vous avez découvert même le karaté? À l'époque, en 68, c'était encore peu connu comme art martial. C'était assez peu connu. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait... J'habitais Villejuif, donc c'était de la lutte bretonne ou gréco-romaine. C'est pour ça qu'avec 1m82, 70 kg, je faisais pas le poids comme on dit, et j'avais besoin d'apprendre quelque chose de plus efficace. C'est arrivé en effet avec le karaté. Et comment j'ai connu le club de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève? C'est grâce à Henri Play, tout simplement, qui a créé beaucoup de destins dans le karaté, dont le mien. Et Henri Play était un très bon combattant, j'en parlerai tout à l'heure, mais aussi quelqu'un qui avait un sens de la communication assez exceptionnel. Et son dojo de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève s'appelait l'Académie française d'arts martiaux. Donc quand vous preniez le bottin, les pages jaunes, AC, vous tombiez tout de suite sur Académie, et le hasard faisait bien les choses. Donc c'était chez Monsieur Chouk qui donnait les cours, puisqu'il y avait deux clubs rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'Académie française d'arts martiaux, un club historique, et le Karaté Club de France. Maître Cazé, dès 1967, a enseigné au KCF, Karaté Club de France. J'ai fait 2 années avec Monsieur Chouk, qui était un très bon professeur, un ancien éclaireur de l'armée française en Indochine, donc il disait « je risque plus rien ». Et en 70, j'ai traversé la cour, je suis allé chez Maître Cazé. Alors pourquoi commencer le karaté? Pour apprendre à se battre, hein, comme tout le monde. Hein. On a beau vous raconter quelque chose, n'importe quoi, c'est avant tout apprendre une méthode de défense. Et à l'époque, avec celle-ci, à part le judo, avec celle-ci. Et comment vous aviez même entendu parler de karaté? Par les magazines, par la télévision, par la radio? Non, des amis qui faisaient du karaté. Un copain qui avait, je me rappelle, il s'appelait Jean, il avait une moto Norton, 750 Norton, il faisait du karaté, donc c'était un peu l'idole du quartier. Dès que j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, puisque j'habitais donc cette commune, j'ai commencé des études de kinésithérapeute en 1968. Et dès l'instant où j'ai pu franchir la porte d'Italie pour aller à Paris, je me suis inscrit le mardi et le jeudi, 19h-20h, dans les cours de la femme. Donc c'était des copains, des relations. Ok, et là, vous avez donc fait vos débuts, vous étiez novice, et très vite, vous vous êtes intéressé à la compétition. Alors la compétition, d'une part, ça vient pas tout de suite, hein, puisque j'ai commencé en 68, donc à raison de 2 heures par semaine, c'est vrai qu'on fait pas d'énormes progrès, mais dès l'instant que j'ai pu travailler, j'étais tous les jours à 16 heures au club de la montagne, avec mes amis et camarades de dojo, dont je parlerai tout à l'heure. Et la compétition est venue, en fait, déjà Maître Cazé un jour vous demande est-ce que vous pouvez venir au cours du matin. C'était déjà une grande distinction. Et en 73, il m'a demandé de participer aux championnats du monde, les premiers championnats du monde de l'International Amateur Karate Federation. Bon, c'est assez compliqué si on parle de l'organisation du karaté, donc il y avait 2 fédérations à l'époque, 2 grosses fédérations, l'IAKF et la World Union Karate Organization. Il m'a donc sélectionné pour participer à ces championnats du monde à Tokyo. Ensuite, 73, 74, 75, 76, au sein du cercle Shotokan français,
qui avait pris un peu la suite de la fédération d'Henri Play. On a eu des championnats en France, oui, tous les ans. On faisait les championnats aussi de l'European Amateur Karate Federation. C'était l'équivalent en termes de club, il y en avait à peu près autant qu'au sein de la FFK et de la WUKO. Vous voyez, Maître Cazé, 3-4 fois par semaine le matin, nous faisait des cours spéciaux. Ce qu'il faut dire, c'est que Maître Cazé avait un karaté très particulier. C'était d'abord un grand technicien, un excellent combattant, et c'était aussi un excellent professeur. Il a formé des gens très importants dans le monde du karaté. Et c'était un karaté qui était au sommet de ce qu'on pouvait pratiquer à cette époque-là. Parce que c'était un maître qui était haut gradé, c'était le plus haut gradé en France à ce moment-là. C'était quelqu'un qui était spécial, Maître Cazé. Il vous a marqué par sa personnalité? Il m'a plus que marqué. Alors pour reprendre l'ensemble de vos remarques, en effet, il a formé, il a entraîné l'équipe de France de 1967 à 1972, jusqu'au fameux championnat du monde qui ont été gagnés par l'équipe de France. Donc tous les noms de cette époque sont passés dans ces entraînements. La compétition pour lui n'était pas essentielle. C'est-à-dire qu'on s'entraînait toute la semaine, le samedi on avait une compétition, c'était comme un entraînement. Et le lundi on revenait au club comme si rien s'était passé. Maître Cazé était certes un combattant exceptionnel, peut-être qu'on en parlera, mais c'était aussi un grand humanisme. Il adorait l'astronomie. Il était venu en France parce que c'était le pays des Lumières, Descartes. Il adorait notre pays. Pourquoi il n'aimait pas la compétition? C'est que sur 1000 élèves, peut-être il y en a un seul qui va gagner une compétition. Et tous les autres étaient laissés de côté. C'est cet aspect qui lui plaisait pas. C'était un peu trop élitiste. Pour lui, chaque élève avait une grande importance, quel que soit son niveau. Et l'important était les progrès de chaque élève, ce que chacun pouvait faire. Bon, ben néanmoins, il était responsable de la JICA en Europe, donc à ce titre, il avait quand même des obligations d'organiser des compétitions. Mais les compétitions de l'époque, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Déjà, le spectacle, c'est un spectacle. On allait à Coubertin, il y avait 3 ou 4 000 entrées payantes. On allait voir Dominique Valera à Coubertin, qui était quand même la star de l'équipe de France de l'époque. Vous aviez dans les tribunes des VIP, vous avez Jacques Dutronc, Paul Naref venait. Le lundi, dans l'équipe, vous aviez une page sur la Coupe de France ou le France-Mexique qu'il pouvait y avoir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était une grande fête, la compétition. La deuxième chose, c'était pas non plus un affrontement aseptisé, sans risque. On prenait un risque. En compétition, vous pouviez avoir des dents cassées, une mâchoire cassée. Le contrôle était normalement dans les statuts, mais ça n'existait pas toujours. Il y a eu quand même pas mal d'accidents à l'époque, notamment à l'époque où les wasas n'étaient pas bien encore intégrés par les élèves. Parce qu'on peut contrôler en compétition sans protection, mais il faut une technique assez importante. Et on l'avait dans 75-76 avec l'équipe de France de l'IAKF. Voilà pour ce qui est de la compétition. Oui, j'avais gagné toutes les compétitions en France, 74, 75, 76 en combat. J'avais fait 2e en kata, derrière Michel Branchi, si je me rappelle bien, puis après Jean-Pierre Fischer. C'était une époque un peu particulière parce que les karatékas faisaient à la fois les compétitions en combat et en kata. Alors que maintenant, très souvent, ils se spécialisent dans l'un ou l'autre domaine. Surtout pour les compétitions de haut niveau, j'entends. À cette époque-là, donc, les gens faisaient les deux aspects très souvent. Très rarement, je dirais même. Ils faisaient chez nous, puisque Maître Cazé voulait qu'on fasse... Exemple, la dernière compétition que j'ai fait premier combat, Fischer a fait 2e combat, et Fischer a fait premier kata, j'ai fait 2e en kata. Donc vous voyez, on était vraiment très très complémentaires. Dans tout ce qui était mouvance JKA, on faisait en effet les deux. Dans la fédération qui avait la délégation de service public, qui s'appelait, je pense, FFKMA ou quelque chose comme ça, là non, c'était bien séparé. Et les premières compétitions kata ont eu lieu, je crois, en 73 ou 74, simplement à la fédération qui avait la délégation. Et les katas n'étaient pas du tout pratiqués par les compétiteurs. Très très peu. Et donc, de cette formation initiale que vous avez eue avec Maître Cazé, vous avez en quelque sorte réussi votre parcours de compétiteur puisque vous avez remporté de nombreuses compétitions et très vite vous vous êtes tourné vers l'enseignement. Comment ça s'est passé? C'est un peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, en 1976,
J'étais très en forme, je trouve. J'ai eu un accident, une entorse du genou au championnat d'Europe. Comme beaucoup de karatékas, malheureusement. C'est pour ça qu'ensuite, dans les ouvrages que j'ai réalisés, je parle beaucoup de prévention. Car une entorse du genou, on peut la prévoir. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, j'ai stoppé net ma carrière de compétiteur. Et en même temps, Maître Cazé a eu des difficultés en France, de tous ordres, y compris administratives. Il faut savoir que la fédération lui demandait de passer son diplôme de professeur, qu'il a été interdit. Il a failli être interdit d'enseigner, ce qui est quand même à la comble. Il a fermé son dojo aussi, en 1976. Et une page vraiment d'enseignement de Maître Cazé s'est arrêtée à cette époque. C'était ensuite des stages réguliers peut-être, trimestriels je crois même, que j'ai suivi jusqu'en 2004, l'année de son départ, mais l'enseignement était différent. Il a arrêté de s'impliquer en France, c'est clair, en 1976. Et à ce moment-là, vous pouviez plus pratiquer la compétition ou plus comme avant. C'est là que vous vous êtes tourné vers l'enseignement? Alors non, l'enseignement, si vous voulez, on va continuer par ce que j'ai fait en karaté. Après, je vous parlerai de l'enseignement parce que vous verrez, c'est assez compliqué. Il y a eu beaucoup de pages, comme je vous l'ai dit. Donc 76, je travaillais comme kinésithérapeute et j'avais repris des études de droit aussi, bon, pour tout vous dire, que ça m'occupait pas mal. Et j'avais toujours mon club de karaté, donc je me suis entraîné avec mes élèves. Je n'ai pas suivi de professeur de 76 en 86. Et en 86, j'ai même arrêté d'enseigner, pour tout vous dire, entre 80 et 85. Et en 86, un de mes élèves, Olivier Leclerc, qui était parti s'entraîner chez Maître Nakayama, qui avait passé un an à la Chikara, et dans le Hombo Dojo de Maître Nakayama, vient en France, et il me dit, voilà, j'ai un club, Budo 11, je pars un an aux États-Unis, j'aimerais bien que tu le reprennes. Donc je me suis remis à enseigner en 1986, et là j'ai senti qu'il fallait revenir à un niveau. Je n'ai jamais retrouvé mon niveau de 1976, pour tout vous dire. Un niveau correct, mais rien à voir avec ce karaté instinctif, 4e dimension qu'on avait avec Maître Cazé. Et j'ai entraîné une équipe qui s'appelle Budo 11, et là je vais retrouver mon ami Jean-Pierre Fischer, que j'avais croisé, avec qui je m'entraînais chez Maître Cazé. Et pendant 20 ans, je me suis entraîné comme élève chez Jean-Pierre Fischer, tout simplement. Et c'est là que j'ai découvert le karaté de Maître Kanazawa, assez complémentaire du karaté de Maître Cazé, qui m'a pas apporté tout ce que j'ai appris avec Maître Cazé. Ça serait irremplaçable. Mais j'ai connu avec Jean-Pierre des réglages sur la technique, sur l'esprit du karaté, c'est-à-dire le plaisir de réaliser un beau kata, une belle technique, un beau travail de hanche. Et Jean-Pierre Fischer est un très très grand maître de karaté. Et il est parti ensuite au Luxembourg, donc, et après j'ai retrouvé mon ami Sadek Mazri à Dojo 5. Je me suis entraîné avec Sadek pendant de nombreuses années, qui est aussi un très très grand technicien, Sadek, qui connaît des bunkai incroyables. Et en 2013, j'ai repris l'enseignement, puisque j'ai été libéré de mes activités professionnelles. J'ai enseigné à Dojo 5, et j'ai enseigné ensuite au Cercle de la Forme, suite à un déménagement à Montmartre dans le 18e, il y avait un Cercle de la Forme juste à côté. Donc j'ai enseigné 3 ou 4 ans au Cercle de la Forme avec Philippe Kerjean. On a pris la suite de Jacques Tappel, qui est un très très grand karatéka français. Dans les années 70, j'avais 3 clubs. J'avais le Postillon Olympique de Longjumeau, c'est assez pittoresque. Un club aussi qui s'appelait Sport Beauté, on ne recule devant rien, dans le 20e arrondissement de Paris. J'ai toujours d'ailleurs un élève qui enseigne à Dojo 5, Benjamin Gabet, que j'ai connu donc dans les années 70. Et un petit club rue Buffon, une petite salle où là j'ai croisé de nombreux artistes qui venaient s'entraîner dans mes cours. Et c'est ce parcours à la fois d'élève mais aussi d'enseignant qui vous a mené petit à petit à devenir auteur. Vous avez été un auteur, et vous êtes toujours d'ailleurs un auteur chez Budo Édition qui publiait des ouvrages à propos de karaté. Et je crois que c'est dans les années 90 que cette volonté d'écrire est née. Comment elle est née, cette volonté de rédiger des ouvrages sur le karaté? Ça a commencé par
dans mes études de kinésithérapie, j'avais une passion, c'était l'anatomie, la physiologie musculaire. Et le hasard a fait aussi que j'ai fait des études de droit, j'ai fait une classe préparatoire à une grande école, et là j'ai appris à rédiger les notes de synthèse, faire des notes de synthèse, des notes administratives, comment recueillir des idées, les mettre en ordre, les présenter d'une façon élégante et compréhensible. Donc c'est un peu ces deux spécialités qui m'ont conduit à publier dans Karaté Bushido en juillet 1990 l'anatomie du Zenkutsu Dachi. Ça venait de nulle part, quoi. Et je vais le proposer à Pierre-Yves Benoliel, qui était donc rédacteur en chef de Karaté Bushido. Je lui dis voilà, j'ai fait un article sur l'anatomie du Zenkutsu Dachi et je voudrais faire un article sur la connaissance du corps du karatéka. Il me dit ouais d'accord, ça sera pas très vendeur. Ça marche si vous me faites une rubrique anatomie sportive dans une revue qui s'appelait Sportonique. Donc c'était un chantage. Vous nous faites des revues dans Sportonique, des rubriques, et on vous publie l'anatomie du Zenkutsu Dachi. Donc c'était un peu une gageure. Hein. Et bien alors ça a été un succès fantastique. Hein. L'anatomie du Zenkutsu Dachi, juillet 90, tout le monde en parle encore. Donc j'avais fait aussi tout un livre complet sur l'anatomie du karaté. Donc l'anatomie du karaté, ça veut rien dire du tout. L'anatomie, c'est la description du corps. Le karaté, c'est donc la discipline que vous connaissez. Et depuis, il y a eu des dizaines et des dizaines d'anatomies, du yoga, du stretching, du tai chi. Bientôt, il y aura la pêche à la ligne, les échecs. Enfin bon, c'est un concept qui a très très bien marché. Mais j'étais le premier à le faire, 1993. Et alors donc, j'avais présenté le livre à la CEDIREP, un monsieur qui s'appelait Bigourou, qui s'occupait de la CEDIREP. J'étais allé avec Jean-Pierre Fischer d'ailleurs, qui m'avait présenté. Et il m'avait dit, c'est courageux, mais c'est très ingrat, ça marchera pas du tout. Bon, ça a bien marché, je crois que le premier il est là, vous voyez, je l'ai amené, je sais pas si vous le voyez. Oui, tout à fait. Oui, voilà, l'anatomie du karaté. On a fait 3 ou 4 éditions, qu'on a suivi ensuite par physique et karaté. Même chose, 3 ou 4 éditions. Et par des rubriques, pendant 3-4 ans, j'ai fait une rubrique l'anatomie du karaté dans Karaté Bushido. Puis à un moment, j'avais plus rien à dire. Donc je suis allé voir Pierre-Yves, je lui ai dit Pierre-Yves, voilà, je crois que j'ai fait le tour. On s'arrête là, on se reverra peut-être dans quelques temps, mais maintenant j'arrête. Et j'ai ensuite une activité professionnelle très très dense. Hein. Donc j'avais peu le temps d'écrire. Et en 2013, donc j'ai dégagé beaucoup de temps et j'ai retrouvé mon ami Thierry Play, que je connaissais quand il était beaucoup plus petit, puisque en 68, il était beaucoup plus jeune, et on se croisait dans la cour du 34 de la Montagne Sainte-Geneviève. Et je lui propose donc de prolonger ces 2 créations qui avaient été réalisées, de le mettre dans un seul ouvrage, en l'agrémentant d'articles que j'avais pu écrire dans diverses revues comme Ceinture Noire, Karaté Bushido, Self Défense et Dragon Magazine. Et Taché Magazine. Ouais, j'ai fait environ 130 articles. Et c'est un ouvrage qui a donné, alors puisque on y va, ça a donné La puissance du karaté. Oui, un excellent ouvrage que j'ai ici d'ailleurs, qui je pense a permis aussi au public plus jeune de redécouvrir cette vision du karaté si particulière et qui vient en réalité de votre métier. Puisque étant kinésithérapeute, vous avez une connaissance de l'anatomie, de la physionomie qui est beaucoup plus, on va dire, pointue que celle de la plupart des karatékas lambda. Et je pense que c'est un livre formidable. J'invite d'ailleurs les auditeurs à l'acquérir si ce n'est pas déjà fait. C'est un livre qui présente vraiment le karaté avec le fonctionnement du corps pendant les mouvements. Ça, c'est un concept qui est fort, qui est marquant. Alors vous avez quelque chose de très important là-dedans, dans cet ouvrage, le travail des hanches par exemple. Le leitmotiv de l'apprentissage de la Jika aujourd'hui, et que moi j'ai vu mon ami Guy Sauvin qui fait aussi un podcast sur le travail des hanches, que je salue d'ailleurs à l'occasion. Et j'avais lu les livres de Nakayama, parce que j'ai tous les best of Nakayama, que je vais vous montrer aussi. C'est la base à connaître. De l'époque. J'ai tout le paquet de Best Nakayama, qui est le créateur avec Hironishi et Nishiyama de la Jika en 1954. Hein, donc tout ce que l'on fait aujourd'hui vient de la Jika et des travaux de Nakayama, qui était professeur de gymnastique. Et la manière dont il présentait le travail de hanche m'avait toujours un peu surpris. Il avait présenté le travail de hanche comme étant un rouage au niveau des vertèbres lombaires. Et c'est pas possible. Il y a que 5 degrés de rotation. En fait, le travail de hanche, c'est uniquement un travail sur du bassin qui se déplace sur la jambe d'appui.
En gros, si vous faites un Yakutsuki côté droit, c'est le bassin qui va travailler, qui va tourner sur la hanche gauche. Ça s'appelle une rotation interne, c'est le muscle petit fessier qui fait ça. Et je me suis amusé à décrire le travail des hanches, que je vous conseille, là, dans toutes les techniques de karaté de base. Et à partir de là, on en a déduit comment on pouvait gagner en vitesse en cumulant toutes les vitesses à un moment donné, au moment de l'impact. Ça, c'était une première étape, un travail sur la vitesse. On parlera tout à l'heure du travail sur la masse et des travaux que je fais aujourd'hui sur la biomécanique et la biodynamique. Et donc, vous avez tous les muscles qui sont décrits dans ce livre, avec les muscles en action dans les techniques. En plus, vous avez un travail très important sur la posture et des considérations sur le centre du corps, le dos, enfin, sur le yoga aussi. C'est une synthèse, c'est la base à connaître. Alors, je l'avais écrit surtout pour les professeurs, hein, puisque j'avais été sollicité par la fédération de l'époque. Je donnais des cours d'anatomie, de physiologie aussi au centre départemental d'éducation sportive, quoi, pour la préparation du professeur en état de karaté. Et à cet ouvrage, La puissance du karaté, est venu plus récemment compléter un second ouvrage dans le même thème, intitulé Un corps martial. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Alors, Un corps martial, c'est un peu la continuité. Tous les ouvrages que j'ai réalisés, on a chacun des spécificités, des compétences particulières. Moi, c'est en anatomie, kinésithérapie, karaté aussi. Et là, j'ai un autre ami que j'ai rencontré au Cercle Tissier à Vincennes, dans les années 80, qui s'appelle Richard Segismunt, que vous connaissez peut-être, que j'appelle moi le coach de l'extrême, parce qu'il a connu beaucoup d'épreuves. Et il vient me trouver un jour et me dit, voilà, je fais ça. C'était exceptionnel. Une puissance exceptionnelle. Je vois pas. J'ai pas encore toutes les explications. Et en plus, il a une forme de corps magnifique. Je sais pas si vous voyez, grand écart dans tous les sens, une grande élégance de toute la gestuelle. Voilà, on est tous les deux ici. Oui, les photographies le montrent en action, effectivement. Il a une souplesse de corps, une forme de corps qui est très avancée. Voilà. Je le montre ici à la vidéo. Il a effectivement des qualités physiques exceptionnelles. Et si on voulait faire un beau livre sur toutes ces nouvelles disciplines sur le corps, bon, c'est Richard qu'il fallait voir. J'ai senti qu'à cette époque, c'est avec lui que j'avais travaillé. On a eu une très très bonne collaboration. On a travaillé dans Self Dragon pas mal. On continue d'ailleurs à travailler. On a fait, enfin, c'est moi qui l'ai rédigé. Richard intervient, lui, on le met là pour participation de Richard Segismunt pour les exercices et les postures. En plus, il invente des gestes. Il invente une gestuelle. Moi, j'avais mis au point tous les exercices à l'élastique, qui sont tirés des exercices à la chambre à air qu'on faisait dans les années 70. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Donc, on s'est bien marré avec Richard pour faire ce bouquin. Alors, ce livre a 3 parties. Ça, c'est essentiel pour les pratiquants de toutes les pratiques. C'est un corps sécurisé, un corps optimisé et un corps martial. La première partie, c'est la description anatomique. On revient un peu sur l'anatomie du karaté, mais c'est la description de toutes les articulations du corps, du cou jusqu'aux orteils, pour pouvoir bien travailler et sans se blesser. Parce que c'est un peu effarant de voir les gens qui vont se matraquer dans des clubs de MMA ou du jiu-jitsu brésilien et qui vont jamais se battre dans la rue, qui n'auront jamais une affaire à régler, mais qui vont s'esquinter dans des clubs. Ça nous a toujours un peu paru disproportionné, tout l'effet coût-avantage. On peut éviter une luxation d'épaule retardée. On peut éviter une entorse du genou. Et là-dedans, il y a tous les conseils. Je vais donner juste un exemple. Pour le genou. Vous avez compris que c'était assez personnel et que c'était du vécu. Maître Cazé, un jour, nous fait faire un kata, je crois que c'était Basacho. On a des mouvements comme ça, on pivote à 180 degrés sur un genou et il nous demande quelle est la chose la plus importante à laquelle vous devez penser quand vous réalisez ce geste. Voilà, c'est quand on tourne comme ça. Voilà. Et donc on tourne à 180 degrés sur une jambe d'appui. Alors nous, on répond, ouais, c'est pas la puissance du blocage, le kimé, la respiration, et il nous laisse parler. Et il nous dit, non, c'est la jambe d'appui. La jambe d'appui doit être fléchie. Ne jamais avoir la jambe tendue dans les arts martiaux. Et ça, c'est un muscle qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, le couturier, qui s'insère donc sur le ciliaque à l'intérieur du genou, qui vous permet de contrôler le genou. Donc on parle d'ailleurs de beaucoup d'exercices en proprioceptivité dans cet ouvrage. Et en effet, quand vous avez la jambe, le genou d'appui tendu, par exemple la Mamoshigiri, c'est comme ça que je me suis blessé. Si la jambe d'appui est tendue, et si le pied tourne pas, les ligaments cassent. Si le genou est fléchi, le fémur peut faire une rotation de 25 à 30 degrés sur le genou sans péter les ligaments.
Donc on sauve son genou en gardant le genou fléché. À chaque articulation, on vous donne le moyen d'éviter de se blesser. C'est essentiel dans la pratique. Parce que le karaté, c'est 3 choses, me disait Shirai quand je lui ai fait une interview en 2016. C'est une méthode de défense. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on s'inscrit dans un club, c'est pour apprendre à se battre. C'est une manière d'organiser les compétitions et c'est aussi des exercices de santé. Et on retrouve là Body Dharma, mais on pourra en parler si vous le voulez. Donc ça, c'est le 2e ouvrage que vous vouliez évoquer, un corps martial. Ensuite, vous avez un corps efficace. Et là, il y a 4 chapitres qui sont vraiment à connaître. Comment avoir des techniques efficaces. La première chose, rechercher le centre de puissance. Tout vient du hara, le tandem. Maître Cazet en parlait beaucoup. Ensuite, un corps façonné par les muscles. Comment créer ces muscles? Là, j'ai travaillé tout à l'heure, je vous parlais de tous les amis que j'avais avec un chercheur du CNRS, Julien Robert Pagana, qui est spécialisé de la fibre musculaire au CNRS, avec lequel on a travaillé donc, pour écrire cet ouvrage. Ensuite, on parle des chaînes neuromusculaires de Busquet. On a toujours tendance à travailler avec les chaînes antérieures qui prennent l'ascendant sur les chaînes postérieures. Et justement, le karaté permet d'éviter ça, puisque vous avez toujours un équilibre entre ce qu'on envoie et ce qui est retenu dans le dos. C'est le travail d'équité. Dès le premier cours en karaté, vous apprenez toutes les bases sur lesquelles vous allez élaborer votre efficacité et votre santé. Ensuite, un corps qui respire, on parle des pranayama, du yoga. Vitesse du geste, on parle de la vitesse, on parle de la méditation aussi. Ensuite, la 3e partie, c'est forger son corps martial. Là, c'est une méthode en 6 points qu'on avait mis en place, on fait des stages, sur placer son corps, libérer sa respiration, la puissance, sculpter la musculature, les amplitudes et on finit par la méditation. J'ajoute qu'on a fait des cours à Sciences Po avec Richard sur cette méditation dans le cadre de séminaires. Donc, je rappelle pour les auditeurs que votre premier ouvrage, donc réédité chez Budo Édition, La puissance du karaté, et vient en complémentaire Le corps martial, qui est ce second ouvrage dont on a parlé. Mais viennent ensuite, dans votre parcours d'auteur, 2 ouvrages totalement différents de ces 2 premiers. Un ouvrage intitulé L'école du karaté et un ouvrage intitulé J'apprends mes katas. Alors ces 2 ouvrages-là sont pas du tout comme les précédents, il s'agit moins d'anatomie et de sciences du mouvement, il s'agit plutôt de pédagogie et de comprendre comment apprendre. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, en effet, c'est l'autre extrême. Les 2 premiers sont faits pour les pratiquants les enseignants d'ailleurs, et ceux qui réfléchissent sur leur corps, il faut avoir un peu de bouteille en arts martiaux quand même pour apprécier ces ouvrages. Et je me suis dit que bien sûr, il faut penser aussi aux débutants. Hein. J'ai un ami, le comédien Cyril Decour, avec qui je m'entraîne aussi régulièrement, qui a eu un enfant qui s'appelle Hugo, qui fait du karaté, et tous les 2 on s'est dit ensemble, on va faire un livre pour les enfants sur le karaté, parce qu'il y en avait certains, mais on voulait faire quelque chose de joli. Je dis pas que les autres étaient moches, mais là, on veut faire... Parce que le karaté, c'est un art. Donc, l'art, il y a un côté esthétique. On a envie de voir des belles choses. Donc, on a fait un livre avec un excellent dessinateur, Johnny Lusio. C'est des mangas, avec toutes les techniques de base de karaté. D'ailleurs, mes élèves adultes aussi travaillent là-dessus, les techniques de base. Chaque personnage a une histoire. En fait, chaque personnage, c'est des gens qu'on connaît. Qu'on a piqué à gauche, à droite... on a tous des amis. Hugo, c'est le fils, par exemple. C'est le fils de Cyril, voilà, qui est là, qui fait du karaté. Donc Hugo veut faire du karaté, sa maman veut qu'il fasse du judo, il y a des discussions. Donc c'est une histoire du début à la fin sur ce jeune garçon qui fait du karaté, qui fait ses premiers pas, illustré donc en manga avec ses amis. Et en même temps, en même temps d'être une histoire, c'est un livre à vertu pédagogique, parce qu'on y apprend quand on est novice, quand on est jeune, c'est plutôt à destination des jeunes, on y apprend comment exécuter les mouvements aussi. Ah oui. Vous avez tout le détail, étape par étape, de chaque mouvement de karaté. Et l'apprentissage aussi des premiers combats, des premiers kion au comité, des premiers combats libres, jiu comité, et des taikyoku, des premiers katas. Et on a tenu aussi à ce qu'à la fin, il y ait une connotation culturelle du karaté. Puisque tous les ouvrages que j'ai écrits font référence au karaté traditionnel. Il y a très, très peu de karaté de compétition. Ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que votre travail d'auteur sur ces 2 ouvrages plus récents, c'est un travail qui s'adresse plutôt aux novices,
mais qui s'adresse aux novices d'une façon avec une pédagogie adaptée. C'est pas je prends le karaté des personnes avancées, des professeurs, et puis j'en fais une version allégée pour les novices. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé en amont pour la pratique des jeunes. Ah oui, oui. Tout à fait. C'est le projet, c'est comment présenter aux débutants, en l'occurrence les jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes qui débutent, de moins en moins d'ailleurs avec le karaté senior, comment présenter quelque chose qui va les attirer, qui va leur plaire, comment parler leur langage. Là, Hugo combat contre Street Fighter, qui était un personnage de vidéo. On est dans la peau de l'enfant, on parle le langage de l'enfant, on s'adresse à un enfant qui apprend le karaté. Il y a plein d'anecdotes très très intéressantes. Et à la fin, quand même, on a donné une culture de karaté traditionnel. C'est qu'on parle des racines du karaté, donc Okinawa. On parle de la discipline des samouraïs. Oui, donc il y a aussi du fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la forme, il y a vraiment aussi le fond, l'esprit du karaté qui est véhiculé dans cet ouvrage, mais spécifiquement écrit pour les enfants, pour les jeunes pratiquants. On veut inculquer les bases du karaté traditionnel. On parle du zen, et là c'est des Shimaru. Et on parle aussi du zen avec Philippe Coupet et Kodo Sawaki sur les petites collines de sel. Et on parle aussi de Maître Kazé. Donc vous voyez, c'est enfantin. Côté manga, c'est beaucoup plus profond dans l'explication des racines du karaté. Et toujours dans la même idée, il y a celui-ci, J'apprends mes katas, alors qui est spécifiquement destiné pour ceux qui s'intéressent au kata, mais qui est un véritable ouvrage pédagogique destiné aux débutants qui se lancent dans l'apprentissage des katas. Très souvent, pour les ouvrages de kata, on a des ouvrages qui s'adressent plutôt à des gens avancés, ceinture marron, ceinture noire, qui commencent déjà à réfléchir sur leur kata, à l'amélioration des techniques. Là, c'est vraiment un ouvrage qui est destiné aux élèves débutants, aux enfants en particulier, mais pas que, et qui s'intéressent au kata, à leur pratique, comment on pratique bien les katas. Est-ce que vous pouvez dire un mot de celui-ci également? Oui, alors le point commun de tous ces ouvrages, des 4, c'est que j'ai jamais écrit quelque chose qui avait déjà été fait. Ça m'a pas amusé de faire quelque chose qui existait. J'ai eu plusieurs fois, par exemple, un jour on m'a demandé de faire un livre sur les shiatsu. Non, les shiatsu, si je fais un livre sur les shiatsu, que je pratiquais, puisque j'avais été président de la Fédération française de shiatsu à un moment, ben je vais pomper des bouquins ailleurs, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, les katas, vous allez dire, Courton, il n'a pas inventé les katas, non, ça c'est sûr, il n'a pas inventé les katas. Mais ce qui m'a plu dans cette démarche, c'est la manière dont on apprend les katas. C'est pas un livre Yoi, Yanshodan, on commence par Geden Barai à gauche. Avec une photo d'un maître qui fait Geden Barai à gauche. C'est pas un livre didactique, c'est plutôt un livre pédagogique. Ah, c'est totalement pédagogique, c'est la seule chose qui m'intéressait. Dans cet ouvrage, vous allez voir ce qui est intéressant. D'abord, bravo à la maquettiste Stéphanie Dejoux, hein, puisqu'il est sorti au mois de juin 2025, c'est très récent, avec les onglets sur le côté pour mettre le niveau de ceinture. Quand je l'ai écrit, c'était la première fois, la première édition, c'était on préparait sa ceinture marron avec. Maintenant, on prépare sa ceinture noire, puisque dans 20 ans, on préparera son 5e dan avec le bouquin, mais bon. Donc, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous êtes le personnage. Et là, vous avez une présentation du dojo avec 7 ou 8 séquences du kata. Et là, vous êtes dans l'ambiance d'un dojo à l'ancienne, avec le parquet, le makiura, les glaces, le portrait de maître Funakoshi. Vous voyez sur la page de droite, donc de gauche quand vous ouvrez le livre, de droite à l'écran, vous êtes le personnage qui réalise le kata, avec une vue surplombante, et vous vous imaginez. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va faire Geden Barai, là, vous vous voyez faire Geden Barai à gauche. Vous vous voyez avancer. Ça, c'est quelque chose que vraiment que j'ai mis au point. Alors, un excellent dessinateur qui s'appelle Axel Pérignon, qui est spécialiste aussi en anatomie, en dessin anatomique. Donc il y a les 5 Heian avec les applications de base. C'est infini les bunkai. Hein. Plus ça va, je vois sur des vidéos internet, tout ce qu'on invente avec simplement un Oisuki ou un Geden Barai, c'est ce que faisait Maître Kazé par contre il y a de nombreuses années.
Voilà, et on finit par Teki Shodan. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on l'a colorisé. Donc vraiment, il est très très joli. Très très joli. Félicitations à Axel et à Stéphanie aussi, qui a fait la mise en page. C'est que tous les continents sont représentés, tous les âges sont représentés. Ouais, c'est un livre très coloré, qui est extrêmement bien mis en page, bien présenté, c'est clair. Et puis surtout, effectivement, cette vue presque à la première personne, on se voit soi-même faire les katas, c'est très particulier et ça permet effectivement d'avoir une vision qui est neuve de l'apprentissage des katas. En plus avec le dojo qui est représenté autour, le parquet, c'est vrai que c'est pas commun, quoi. Alors donc on a présenté donc les 4 ouvrages qui sont disponibles chez Budo Édition. Donc je le rappelle, le tout dernier en date, J'apprends mes katas. Celui qui était sorti juste avant l'école du karaté, et les 2 ouvrages à vertu anatomique, La puissance du karaté et Le corps martial, qui sont donc vos 4 ouvrages disponibles chez Budo Édition. Je rappelle pour les auditeurs que tous les liens pour commander ces ouvrages en ligne seront disponibles dans la description de cette vidéo. Monsieur Courton, je vous remercie de nous avoir présenté ces ouvrages. Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot pour les jeunes qui pratiquent le karaté et qui lisent vos ouvrages, un dernier mot d'encouragement peut-être? On doute aujourd'hui sur le karaté, il y a une offre tellement importante de disciplines. Et je dirais que le karaté, c'est ce qu'il y a de plus complet. Dès le premier jour de karaté, vous allez apprendre quelque chose que vous pouvez utiliser toute votre vie, qui va vous accompagner toute votre vie. Là, j'ai en ce moment beaucoup d'élèves qui font de la boxe thaï ou du Krav Maga, par exemple, et qui sont ravis de découvrir les techniques de karaté qui équilibrent tout le corps. Pour un enfant, c'est une éducation fantastique aussi. On apprend les règles dans un dojo, on apprend à se déplacer dans l'espace, on apprend aussi à se défendre. C'est vrai que c'est un savoir qui est quand même riche, parce que c'est à la fois un savoir qui nous éveille à la motricité du corps, mais aussi à la spiritualité, mais aussi à la discipline. C'est quand même un savoir qui est très riche, le karaté. Très très riche, très très riche. Et je terminerai par le Dojo-kun. Respectez les autres, retenir toute conduite violente, soyez constant dans l'effort. Ça résume le karaté. Effectivement, vous avez raison. Monsieur Courton, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Je rappelle donc pour les auditeurs de cette vidéo que tous les ouvrages de Monsieur Courton seront disponibles dans la barre de description de cette vidéo. Merci beaucoup, Monsieur Courton, et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne de Budo Édition. Merci. Merci, Monsieur Bensoussan, à votre disposition.